Les réseaux sociaux et vous. Vous rappelez-vous ce temps lointain quand Internet n'existait pas? À l'époque, quand on avait un exposé à faire, on cherchait nos informations dans les bouquins. Ou quand on voulait connaître l'actualité, on lisait le journal. C'était, démodé. La donne a radicalement changé en 1991 avec l'arrivée du World Wide Web inventé par Tim Berners-Lee, le WWW que vous connaissez bien, système permettant aux internautes de contribuer à l'échange d'informations et d'interagir de façon simple et sociale. Justin Hall et son site Justin Links from the Underground sera symboliquement le premier à créer ce qu'on appelle communément aujourd'hui un blog, c'est-à-dire un journal de bord où les articles ou billets sont typiquement datés et signés. 1995. C'était l'apparition des sites comme Classmate, un peu l'ancêtre de Copains d'avant si vous voulez. Un système nous permettant de créer des relations en dehors de la toile, en retrouvant des collègues de l'école oubliés, dans la vie réelle. Salut Dark Cyprien 56. Salut, t'es Dark Squeezie 76? Ouais, ça va? Ça va. Je suis désolé aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler IRL, je me sens un peu dark. Ah ouais? Ouais. Tu veux qu'on parle sur Facebook? Non mais Facebook mec c'est has-been. Ouais. C'est trop mainstream pour moi. Alors rigueur Skype si tu veux, ouais. T'as la dernière version? Ouais, c'est bon, ouais je l'ai. Bon ça va. Non mais tu vois, c'est comme je te disais l'autre fois, je trouve vraiment qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de communication quoi. Mais bien sûr. En réalité, l'histoire et les développements des réseaux sociaux remontent déjà à la fin des années 1970, bien avant l'arrivée du World Wide Web et de Classmate. En 1978, on peut noter l'apparition du CBBS, un système de bulletins électroniques créé par Ward Christensen et Randy Hughes, un système auquel on accédait en composant un numéro de téléphone sur son ordinateur quand il était connecté aux lignes téléphoniques via un modem. Bien plus qu'un simple forum, le CBBS était un écosystème social sur lequel on pouvait discuter, échanger des fichiers, jouer à des jeux à plusieurs, lire l'actualité ou même envoyer des mails internes. D'une certaine manière, ce sont les CBBS qui ont formé les premières communautés en ligne, une vingtaine d'années avant l'arrivée de l'Internet 2.0. Par contre, le système CBBS, qui fonctionnait à travers des lignes téléphoniques, était facturé à la communication. Un appel longue distance pouvait donc coûter très cher. Le premier service qui saura attirer un nombre substantiel d'abonnés sera Usenet. Né en 1979 à l'initiative d'un groupe d'étudiants de Caroline du Nord, il permet d'échanger des messages sur des forums dédiés à toutes sortes de sujets. Comme le CBBS, l'interface est rudimentaire, mais déjà de nombreux férus d'informatique tombent accros au phénomène. Quelques années plus tard, en 1985 exactement, s'imposera The Well, lancé par les Américains Stewart Brunt et Larry Bryant, qui sera utilisé pour ses forums de discussion. The Well ajoute une couverture médiatique disproportionnée par rapport au nombre de membres qu'il contient. De nombreux accès gratuits étaient offerts aux journalistes. Ces journalistes y ont eu leur premier contact avec le monde électronique et y ont fréquemment décrit leur expérience. Howard Rheingold, critique émérite, parle ainsi pour la première fois de communauté virtuelle. Mais c'est véritablement avec la diffusion d'Internet dans les foyers et l'apparition du web que l'idée de communauté virtuelle trouvera sa personnalité. Sixdegrees.com, lancé en janvier 1997, sera le premier vrai réseau social qui ressemblera à ce que nous connaissons aujourd'hui. Le site se construit sur la base de la théorie des 6 degrés de séparation. Une théorie formulée par le sociologue Stanley Milgram qui dit que 2 personnes, choisies au hasard parmi les citoyens américains, sont reliées en moyenne par une chaîne de 6 relations seulement. Les utilisateurs peuvent envoyer mais aussi poster des messages sur leur profil qui seront visibles jusqu'au 3e degré, c'est-à-dire par les amis des amis de leurs amis. Des sites de rencontres et des sites communautaires existaient déjà à cette époque, mais 6 degrés fut le premier à inaugurer un système novateur fondé sur l'identité réelle des usagers. Après lui, les tentatives de bâtir des espaces de sociabilité fondés sur l'identité réelle des utilisateurs se multiplient. Car quoi de plus savoureux pour le narcisse que vous êtes de pouvoir contempler dans le reflet de votre écran la vitrine de votre propre vie. C'est moi qui ai le plus beau mur dans mes contacts. Mes photos sont tellement belles. J'en reviens pas, tellement je suis beau. J'en suis presque gêné. Avec l'arrivée du géant Google en 1998 et plus de 70 millions d'ordinateurs connectés à Internet en 1999, les réseaux sociaux auront vite fait de devenir le courant moteur du web.
Friendster, créé par Jonathan Abrams, apparaît ainsi en 2002 et enregistre en quelques mois plusieurs millions d'utilisateurs. Le site met en place un système de collecte permettant d'indiquer à l'utilisateur avec qui il est susceptible d'être ami dans la vie réelle. Mais l'histoire de Friendster tourne court. Victime de son succès et du nombre sans cesse croissant de demandes d'adhésion, les connexions sont de plus en plus lentes et les plantages fréquents. Peu à peu, les adhérents désertent le site, lassés. Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui était un utilisateur fréquent, tiendra compte de la leçon. Si vous voulez jouer dans la cour d'écran, il faut savoir rebondir techniquement et s'adapter sans cesse aux évolutions que nous offre la technologie. Car si il existe bien un monde cruel et intransigeant pour les entreprises, c'est bien celui des réseaux sociaux. C'est l'arrivée de MySpace en 2003 qui achèvera le soldat Friendster. Friendster, ne sachant plus répondre favorablement à ses utilisateurs, voit sa communauté s'en aller pour une plateforme plus originale, plus novatrice et plus à l'écoute des internautes. Car chez MySpace, pour la première fois, on peut tenir un blog tout en se constituant un réseau de contacts. Le site comporte également des fonctions de messagerie, d'envoi de photos et un lecteur de musique qui permettra aux musiciens indépendants de se révéler. Grâce à MySpace, on perçoit une nouvelle façon de faire du marketing. Les artistes peuvent bénéficier d'un réseau d'artistes déjà en ligne et approcher les majors. On peut personnaliser plus que jamais sa vitrine et exister à travers le monde. Mais MySpace a de quoi s'inquiéter, car le début des années 2000 annonce l'arrivée de plusieurs géants. YouTube en 2005 pour les vidéos, Twitter en 2006 et Facebook. MySpace n'y survivra pas. Zuckerberg a bien tiré expérience du déclin de Friendster et d'une modeste enclave destinée aux étudiants de Harvard. Son réseau social est rapidement devenu global. Investi aujourd'hui par plus d'1 milliard de personnes, il est le réseau social numéro 1. Avec 4100 statuts partagés chaque seconde, 4,5 millions de j'aime distribués par jour, Facebook est littéralement en passe de recouvrir le monde physique, de s'y superposer. Les internautes y passent le plus clair de leur temps, car plus qu'un site web, Facebook est une nouvelle terre. Un État qui pèse 3 fois plus gros que celui des États-Unis. Qu'on le veuille ou non, Facebook s'est installé au cœur de nos vies et est en train de les reconfigurer, de modifier nos habitudes en matière d'accès à l'information, de communication, d'amitié, d'amour et même de politique. On peut se lancer des défis sur Facebook, mais des défis intelligents, voyez-vous. Salut, c'est Jean-Pascal pour une vidéo engagée parce que moi j'en ai marre de voir des gens qui font des challenges comme ça stupides sur Facebook où ça sera celui qui boira le plus d'alcool. Alors moi ce que je vous propose c'est un défi intelligent, je vais donner à manger à un SDF et voilà donc j'espère que vous ferez comme moi et que vous suivrez mon exemple. Voilà, allez on est parti. Bonjour monsieur, voilà je vous apporte un peu à manger, ça me fait plaisir, j'espère que c'est vous. Ah mais touche-moi pas putain! Ah, ça me clodo là. Que faut-il aujourd'hui penser de la dominante Facebook ? Faut-il voir Zuckerberg comme un avide reptilien avide de connaître votre vie privée dans les moindres détails ? Ou est-il un digne héritier d'Alexandre le Grand, rêvant comme lui d'unifier le monde sans la dose de sang et de meurtre qui va avec ? Un conquistador en tongs, cool et utopiste qui souhaiterait fonder l'empire du bien ? La question reste partagée. En attendant, Facebook, comme Twitter et même Google+, demeurent des endroits libres et accessibles. Prenons par exemple un cas comme celui de Dieudonné, puisqu'il est le plus actuel et le plus parlant. C'est bien sur les réseaux sociaux et non à la télévision que l'artiste aura pu survivre en tant qu'artiste. YouTube, comme Facebook, ne permet-il pas au one-man show de s'exprimer comme il l'entend ? Même si de nombreuses mesures ont déjà été prises contre son cas, la liberté d'expression s'exprime et prospère à travers son identité. Les réseaux sociaux n'existeraient pas sans nous, les internautes anonymes. Nous formons leur cœur, leurs muscles. Leur survie ne dépend que de nous. C'est un outil du peuple pour le peuple. Et c'est grâce à cet outil que nous pouvons à présent nous approprier l'écran. Et l'écran n'est-il pas aujourd'hui le communicant le plus puissant qui soit ? Et moi ? Alors, tu parles pas de moi ? Vous êtes Ray Tomlinson, n'est-ce pas ? En personne, c'est moi qui ai créé l'email en 1971. Et l'arrobase, c'est la base de tout. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait sans vous ? Et oui, vous, les jeunes, vous oubliez qu'il faut un email pour se connecter à Facebook, à Twitter, toutes vos conneries.
Vous êtes sans doute, oui, c'est vrai, la base du tout. Je triple pèse. Oui. Un grand de ce monde.